et ainsi de suite. Où va l'argent de la traite des êtres humains? Par conséquent, la racine de la lutte et de la guerre qu'il faut mener, elle est dans les comptes en banque, elle est dans l'organisation internationale des mafias, elle est dans les possédants des trafics d'armes, des trafics d'êtres humains, des trafics de drogue. Voilà, mesdames et messieurs, à quelle stratégie je crois. Je répondrai pour le reste aux questions que vous voudrez me poser à ce sujet. Mais je voulais dire toutes ces choses ici, parce que je sais que cela sera entendu dans mon pays, autant que dans le vôtre, à qui je n'ai rien à apprendre, mais qui saura que si je l'ai dit devant vous, c'est que donc c'est une parole qui peut être entendue par nos meilleurs amis, par ceux avec qui nous avons à traiter de notre futur commun possible. Les Françaises et les Français qui m'écoutent à cet instant même parce que nous sommes reliés par la diffusion de mon discours doivent maintenant comprendre pourquoi la francophonie peut être entre nous quelque chose de plus que ce qu'elle a été. Je sais que quel soupçon pèse sur la francophonie. Ah, c'est l'instrument de l'impérialisme français. Ce n'est pas faux. Je ne vais pas vous dire non, ce n'est pas vrai. Nous n'avons eu que des intentions pures dans le passé. Bien sûr que non. Mais je demande qu'on y réfléchisse un instant. Dans les choses qui nous contrarient parfois, il y a un peu à prendre. Et des fois, beaucoup. Mesdames et messieurs, ne sous-estimons pas la force comme un bien commun de pouvoir disposer d'une langue en usage commun. Je ne l'appellerai d'ailleurs que comme ça au cours de mon exposé, la langue en usage commun. Cette langue en usage commun est la 5e qui se parle dans le monde. Elle est la 4e qui se parle sur l'Internet. Elle est non seulement le vecteur entre ceux qui la parlent, mais également le moyen pour ceux qui parlent d'autres langues d'assumer la diversité linguistique tout en disposant d'une langue qui leur permet de s'entendre. C'est une réalité que j'ai bien connue. Je suis né à Tanger. Eh bien, on y parlait arabe. Et puis d'autres parlaient espagnol, d'autres portugais, certains français, que sais-je encore. Eh bien, entre nous, nous parlions espagnol. Et cette langue nous permettait, chacun pour notre compte, de parler notre propre langue, sans jamais y renoncer. Cette fonction spéciale de la langue, je la mets en avant pour vous dire, à vous autres, romanciers, poètes, universitaires, que la langue française ouvre la possibilité d'une langue commune avec 300 millions de personnes, 700 millions d'ici la fin du siècle. Ce n'est pas rien pour vous non plus, burkinabés. Je ne dis pas que ce ne soit pas très important pour nous Français, mais pour vous parler bien franchement, j'ai observé une pente à l'anglophonie dans les élites néolibérales françaises qui explique mieux que leur stupidité les raisons pour lesquelles ils sont si souvent prompts à favoriser une anglophonie que je juge irresponsable. Par exemple, quel peut bien être le sens d'avoir désigné comme secrétaire général de la francophonie une personne qui parle anglais, qui est ministre des Affaires étrangères de son pays, qui a décidé dans ce pays que le français n'était plus la langue d'usage? Eh bien, cette francophonie-là, nous la connaissons. Et c'est d'elle dont on doit se débarrasser. C'est celle des combines géopoliticiennes, où vous autres tous, vous apprenez en voyant quelqu'un surgir sur le parvis de l'Élysée et qui vous apprend qu'un tel est élu secrétaire général de la francophonie sans aucun respect pour les chefs de vos gouvernements, pour vos universitaires, pour la capacité créatrice gigantesque de l'espace de la langue commune francophone. Cette langue commune, elle est destinée à périr dans le dégoût et l'indifférence. L'indifférence, regardez-la. Regardez sa vilaine figure. Regardez comment le congrès des maires de francophones qui vient de se dérouler à Kigali du 14 au 20 juillet, des villes francophones, n'a intéressé strictement personne. Et le seul article qui en rend compte est en anglais. Voilà comment cette francophonie des officialités conjuguées s'effondre sur elle-même
Et puis, sinon, c'est une francophonie des prébendes. Le président de mon pays a inventé une université pour l'Afrique et la Méditerranée, tout ça dans un même pot, et a décrété qu'il était installé en Tunisie. Le résultat, c'est que certes, on a augmenté le salaire de celui qui s'en occupait, mais pour finir, nous avons 52 inscrits. C'est un début, vous me direz, mais enfin, au tarif où est le frais d'inscription, tout le monde avait cru que c'était une université publique. Non, c'est une université privée, parce que les libéraux sont comme ça. Hein, même poil, même bête, quelle que soit la nationalité. Celle-là de francophonie est condamnée parce que vous la sentez arriver à 1 kilomètre, comme une combine offensante pour l'esprit. C'est donc autre chose qu'il faut créer avec la langue commune. D'abord, il faut assumer que ce soit un bien commun. Et il faut donc se battre pour qu'elle le soit, qu'elle ne soit pas confisquée. Et que l'on comprenne, surtout dans mon pays, ça c'est pas pour vous, que comme 80% de l'essor de l'humanité va se faire sur le continent africain, l'endroit où la langue commune va être la langue du plus grand nombre, c'est ici. Et alors, ça nous intéresse d'une manière que je veux formuler devant vous, parce qu'elle me paraît être en rupture absolue avec ce qui a été dit jusqu'à présent. Mesdames et messieurs, telle qu'est la vie, tels que sont les enseignements de l'anthropologie, chacun d'entre nous est singulier, et cette singularité contribue à la fécondité du groupe, à ses capacités d'invention. Chaque nation est singulière, et cette singularité contribue au goutte à goutte qui est nécessaire pour connaître la situation des peuples. Mais en même temps que ces singularités additionnées permettent la vie commune, il faut qu'il y ait des principes communs universels. Ces principes sont contenus dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je rappelle toujours qu'il y a et du citoyen, parce que qu'est-ce qu'un droit sans ceux qui ont le pouvoir de le faire respecter? Rien, tout simplement. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est imprescriptible, non négociable, et elle définit l'universel. Mais entre le singulier et l'universel, il y a un vide dans lequel il a été possible d'utiliser l'universalisme comme une manière de juguler les différences et de faire se tenir tranquilles ceux qui n'avaient pas l'intention de le faire. Bref, l'universel a été, une fois et l'autre, l'argument d'une oppression. Et nous devons lever cette difficulté. Un poète français, Édouard Glissant, martiniquais, a proposé une formule que, pour ma part, je crois géniale. Notez que c'est un poète, un philosophe qui l'a trouvé. Il dit, il y a dans la vie quelque chose de plus fort que tout. C'est un principe qui anime les sociétés, c'est un principe de créolisation. Le mot fait horreur aux puristes xénophobes et racistes, qui entendent dans le mélange quelque chose d'affreux que les psychiatres savent parfaitement distinguer et nommer. Je ne dirai pas ici, mais pour eux, c'est l'abomination. Mais la créolisation n'est pas un projet politique. La créolisation est un fait. Il consiste dans une synthèse qui s'opère au fur et à mesure de l'existence entre les cultures. Personne ne domine personne, et à la fin, on a un mélange qui peut consterner. Les racistes de mon pays et les xénophobes sont les premiers surpris quand je leur dis que le plat préféré des Français, c'est le couscous. Que les plus gros consommateurs de pizza de toute l'Europe, ce sont les Français. Bref, c'est la créolisation sympathique par la cuisine. Mais vous comprenez la portée bien plus large du concept. Si bien que, voici ce que j'ai à dire. La francophonie que nous libérerions de ses usages politiciens, que nous libérerions de ses pratiques prébendières, la francophonie, langue commune que nous ramènerions à son statut de langue commune, serait en quelque sorte l'espace par lequel se réaliserait la créolisation entre les cultures populaires du continent africain, des nations et des peuples, avec le reste du monde. Aussi bien, puisque c'est une réalité, elle sera ce terrain. Dès lors,
il faut renoncer, selon moi, à une vision officialiste de la langue commune et de la francophonie. La francophonie, la langue commune, ne peut pas avoir d'existence en dehors de ce à quoi elle sert. La langue n'a pas de sens en dehors des messages qu'elle porte. La langue commune de même. Elle se viderait instantanément de toute performance si elle devait être autre chose qu'une langue d'opinion et de projet commun. J'en appelle donc à une langue commune francophone qui soit une langue d'opinion et de projet. Tant et si bien qu'à cet instant, c'est mon tour de vous interpeller, avant que vous le fassiez vous-même, pour vous dire la citoyenneté n'a de sens qu'active. Si elle est inactive, elle n'est pas seulement inactive, elle est inutile. La citoyenneté ne vit que dans l'engagement. Et alors la langue doit nous permettre cet engagement. Les batailles communes que nous avons à mener, les voici. Ne sommes-nous pas dans la crise sanitaire? Le principal problème qui nous est posé n'est-il pas, une fois de plus, l'accaparement par les grandes puissances des moyens de santé, comme les vaccins, pour essayer d'atténuer la violence du choc que reçoivent nos sociétés? Alors il y a une bataille universelle. Dorénavant, tous les pays du continent africain ont appelé à la liberté de circulation de la licence sur les vaccins. J'ai été dans mon pays le premier responsable politique à y appeler, aussitôt après que l'Afrique du Sud et quelques autres pays aient demandé qu'on prenne cette décision. Et puis, nous avons été, avec l'ex-président Lula du Brésil, les premiers à mettre en circulation une pétition. Nous avons besoin d'une mobilisation francophone pour la liberté d'accès aux vaccins. Et je veux dire, pour que les choses soient bien entendues, à quel point je déplore la position changeante, mais finalement assez constante quant à ses résultats, de mon pays. Après avoir dit que cette liberté n'était pas le sujet, dès lors que le nouveau président des États-Unis a dit que ce serait bien, le mien a aussitôt enchaîné pour dire que ce serait parfait. Avant de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire de revenir à la position antérieure et dire de toute façon, dorénavant, c'est comme auparavant, on ne fera rien. Et voilà comment la France s'est retrouvée agglutinée avec les pays radins, égoïstes, qui sont là au service des grandes multinationales et du Big Pharma pour dire non, pas de licence libre. À l'Organisation mondiale du commerce, mesdames et messieurs, les vaccins sont maintenant redevables de l'Organisation mondiale du commerce. Nous avons connu, nous autres Français, une période où jusqu'en 1959, il était interdit de déposer des brevets sur les vaccins, parce qu'on considérait que tout ce qui relevait de la sauvegarde de l'humanité était un bien commun, et que l'intelligence que déployaient ceux qui avaient été capables de faire ces découvertes appartenait à l'humanité tout entière. Parce que c'est la leçon numéro 1 des scientifiques et de l'esprit des Lumières. Les scientifiques, eux, ils partagent tout dans leurs revues, dans leurs échanges. Personne ne cache ce qu'il fait. Tout le monde le soumet à l'appréciation des autres. Il n'y a donc pas un résultat scientifique dans le monde qui ne soit le résultat de cette pensée collective, de cette action collective des milieux scientifiques et des institutions publiques qui les financent. Car, qu'il s'agisse de ces vaccins comme du reste, pour l'essentiel, au point de départ, on trouve des sommes fantastiques accumulées par le Big Pharma sur le dos des citoyens. J'ai donné cet exemple. Mais nous pourrions aussi avoir tous, et vous spécialement, des initiatives mondiales dans notre langue commune pour demander que cessent les élevages ultra-intensifs qui défigurent le rapport de l'homme à la biodiversité, qui défigurent nos sociétés, mais qui surtout amplifient, après avoir détruit les agricultures des pays où on ne le pratique pas, représentent un risque majeur parce que la transmission des maladies qui viennent des animaux, et la plupart en viennent, se fait par zoonose et comme résultat des élevages intensifs. Nous aurions donc une raison sanitaire, une raison sociale et une raison philosophique de nous opposer
aux mauvais traitements qui sont infligés à des millions d'animaux dans le monde pour la satisfaction d'une petite poignée de gens que ça ne dérange pas d'assassiner socialement tous les autres en mettant sur le marché mondial des quantités de marchandises que les gens pourraient aussi bien produire chez eux comme vous, les Burkinabés, vous le savez mieux que personne et pouvez nous l'enseigner. Autre cause commune, autre fait d'opinion commun, nous sommes entrés dans le changement climatique. Il ne sert à rien de tourner autour du pot. Le changement climatique est commencé et il est irréversible. Et comme il est irréversible, naturellement, bien des domaines sont engagés. Mais dans la politique, ce qui est engagé, c'est la décision. Que faut-il faire? Comment allons-nous agir? Alors, bien sûr, la plupart d'entre nous, qui sommes des gens raisonnables, se disent qu'on va agir pour le mieux. Mais d'autres disent, ce n'est pas notre sujet pour le mieux. Nous allons agir conformément à nos intérêts. Et si leurs intérêts font qu'ils y trouvent un intérêt, eh bien, ils ne feront rien. Ou plus exactement, ils tireront du profit des dévastations qui se produisent. Je me rappelle avoir constaté d'une manière effarée de voir un type qui disait « c'est formidable, sur l'Atlantique flottent des glaçons qui viennent de l'océan profond, et figurez-vous que ces glaçons sont pleins de méthane. Nous pourrions les ramasser et tirer du méthane. » C'était sidérant. La présence de ces glaçons signifiait que le méthane du fond de la mer, qui serait en état de subjuguer toute l'atmosphère terrestre, est en train de se libérer à la surface des mers. La première idée, ce n'est pas de se demander comment on va justement pouvoir sortir ce méthane des glaces pour pouvoir l'utiliser. Je prends cet exemple, mais tous les autres, vous les connaissez. Et ça m'amène, pour ne pas entrer trop dans les détails, mais je suis prêt à le faire, à vous proposer, et je le fais ici pour la première fois, avant de le faire dans mon pays, et le moment venu, si les destins le permettent, de le faire au nom du pays. C'est que compte tenu de la violence des accidents qui résultent du changement climatique ou de l'imprévoyance absolue des puissants de la Terre qui sont responsables de ce changement, il est peu probable que chacun puisse s'en sortir tout seul, parce qu'au fond, de nouveau va se poser à l'échelle locale, nationale, régionale, mondiale, la grande question. Est-ce que nous en sortons chacun pour soi ou tous ensemble? C'est la question philosophique du XXIe siècle face au changement climatique. Tous ensemble ou chacun pour soi. Dès lors, mesdames et messieurs, voyez comment, quand prend feu un forage qui a été fait en plein golfe du Mexique, comme si ça ne suffisait pas une première fois que c'est dégénéré, répandant pendant des mois du pétrole sur toutes les côtes, voici que l'un d'entre eux vient de prendre feu. Qu'est-ce qu'on fait? Voici qu'au Canada, un village entier prend feu. Voici qu'en Sibérie, des étendues immenses prennent feu. Voici qu'ici, tout d'un coup, s'abattent des quantités d'eau incroyables, au point que, dans une des provinces chinoises, on dit qu'un barrage qui a maintenant une faille de 20 mètres pourrait s'écrouler et déverser toute l'eau qu'il contient sur les populations qui sont en dessous. Voilà le genre d'accident auquel nous allons être continuellement confrontés. Que faisons-nous? Nous regardons les Chinois et nous leur envoyons des messages de sympathie. Nous regardons les Mexicains et nous leur disons combien nous sommes sensibles à leur malheur. Ou bien, est-ce qu'au contraire, il n'est pas venu le moment, comme on l'a fait dans le passé, sous l'autorité de l'Organisation des Nations Unies, qui dispose, comme vous le savez, de forces d'interposition militaire. Le moment n'est-il pas venu que l'on crée une force de sécurité et d'intervention écologique pour faire face en commun, nous autres, le peuple humain, chaque fois qu'on nous appelle à la rescousse devant un accident? Je sais que c'est une idée neuve. Il lui faudra du temps pour faire son chemin, comme d'habitude. Elle soulèvera d'abord des ricanements de ceux qui savent toujours tout mieux que les autres, mais qui, souvent d'ailleurs, font la preuve qu'ils ne savent en réalité rien, si l'on tient compte du fait qu'ils sont absolument incapables de faire avancer quoi que ce soit, à part de nous dire qu'il ne faut pas le faire, que oh, c'est compliqué, il faut en discuter, si possible à perte de vue, avec des gens que l'on paierait pour ça. Mais nous savons que nous allons être dans l'urgence. Et je vais dire au peuple de l'Afrique méditerranéenne, ceux du Maghreb,
Je suis né parmi eux. Et puis tous les autres autour. Dites-moi ce que vous comptez faire. Quand les Chypriotes à qui on a dit « vous avez des dettes pour les payer, forez », ont commencé à forer, qu'arrivent les Turcs qui disent ici « c'est chez nous », superposant ainsi la possibilité d'une crise écologique qui résulterait d'un forage mal fait, avec une crise politique de gens qui se battent pour savoir à qui est le trou. Que ferons-nous? Nous enverrons des messages émus? Non, parce que la mer Méditerranée n'est pas le pédiluve de l'Europe. C'est quasiment un lac. Elle n'a que 13 km d'ouverture sur l'océan mondial. Ne croyez pas que cette question soit loin de vous. Vous autres dans le Sahel, vous avez payé cher le changement de circulation du tapis roulant qu'il y a dans l'Atlantique. Les sécheresses des années 80-90 viennent de l'Atlantique Nord, pas d'ailleurs. Dès lors, si la mer Méditerranée aussi se détraque, et elle est en train de se détraquer, parce qu'elle réchauffe plus vite que toutes les autres étendues de mer du monde, provoquant une évaporation qui est de plus en plus active, puisque pour 1 degré de plus, nous avons 7% d'évaporation supplémentaire, déclenchant ce qu'on appelle là-bas des épisodes méditerranéens. En réalité, le climat français, pour ne parler que de lui, est en train de se tropicaliser. Attendez-vous, mesdames et messieurs les universitaires, à recevoir dans vos universités les inscriptions de nombreux étudiants français qui viendront apprendre ici en quoi consiste le travail dans une zone tropicale. Parce qu'ils ne le savent pas. Et quand on leur dit qu'ils vont avoir un problème avec le cycle de l'eau, ils vous regardent de travers en disant « Ah, quel prophète de mauvais augure !» Si bien que vous pouvez avoir des régions dans l'est de la France qui sont vertes d'habitude et qui sont toutes sèches, il n'y a plus d'eau. 18 départements français en sécheresse. Vous connaissez ça, vous? Vous avez dû traiter l'affaire dans tous les sens. Ben, eux, ils découvrent. Et ils n'ont pas encore admis une réalité qui les contrarie. Je donne cet exemple des cycles de l'eau, mais sur le cycle de l'eau, là aussi, nous autres, de la langue commune, nous avons à dire. Et nous pourrions prendre en charge, combien de pays sommes-nous? 39, 40, dont c'est la langue officielle. On ne peut pas nous prendre en charge d'aider les Boliviens, pourquoi? C'est un trop petit pays. D'aider les Boliviens à faire avancer le droit mondial qu'ils veulent faire avancer sur les questions de l'eau pour que dans tous les pays, pour vous c'est banal les Burkinabés, vous avez réglé cette histoire depuis longtemps. Mais nous on découvre. Vous, vous avez mis dans la Constitution le droit à l'eau. Vous, vous avez un ministère de l'eau depuis 30 ans. Nous ne savons rien faire de tout ça. Ah, nous avons toutes sortes de gens qui sauront si on leur demande. Mais on gagnerait peut-être du temps de vous demander comment on fait. Si bien que, tout à l'heure, je vous ai parlé de la francophonie comme un moyen de la créolisation humaine et donc de l'humanisation du monde. À présent, le moment est venu de dire que la langue commune est une capacité de mise en partage de savoirs indispensables qui ont cessé de ne concerner que vous, Burkinabés, mais qui nous concernent nous aussi. C'est pourquoi j'ai cité la France, parce que je sais très bien que c'est une grande puissance scientifique, matérielle, morale, financière, tout ce que vous voulez. Mais justement parce que nous sommes tout ça, la comparaison nous intéresse. Elle est féconde, elle est créatrice, et elle nous fait regarder d'une autre manière en quoi consiste la puissance. La puissance n'est pas de mourir de soif à côté d'une rivière desséchée parce qu'on ne sait pas comment faire. C'est de savoir faire et de se mettre ensemble. Je ne dis pas que ça suffit à régler les problèmes, mais souvent si. N'êtes-vous pas arrivé à des résultats tout à fait extraordinaires dans un passé récent? Je parle ici de la souveraineté alimentaire. Autre question que la langue commune devrait nous permettre de porter dans le monde, car la constitution de marchés alimentaires globaux ne sert à personne, à aucune société,